Salut tout le monde, soyez les bienvenus en ce lundi 27 octobre. Nous sommes sur Facebook en direct, il est midi. Votre rendez-vous habituel, c'est Overtime, 12e épisode de la saison 4 de ce podcast vidéo. Je suis Pascal Eberhardt et je suis en bonne compagnie. Alors j'ai l'impression d'avoir dormi ici, je sais pas pour toi, mais on se retrouve avec Alex à nouveau. Salut Alex. Salut Pascal, on s'est vu la semaine passée, hein, tu sais. Oui, je sais qu'il y a eu une semaine entre deux, mais c'est un sentiment de déjà vu. Genre on n'a pas bougé pendant une semaine quoi. Non, tu vas pas croire ça. Salut Pascal, salut à tous. Et puis on accueille Régis Surf pour compléter le trio. On retrouve un journaliste de MySport. Salut Régis. Salut tout le monde. Après 3 émissions donc avec des invités, on revient dans une configuration plus habituelle. Avant de vous donner le sommaire, je vous rappelle que cette émission est en rediffusion dans l'après-midi sur les différentes plateformes dont Facebook, YouTube pour la vidéo, SoundCloud, Spotify et Apple Podcast pour la version audio et bien évidemment à 20h ce soir sur MySport 1, horaire habituel pour ceux qui nous suivent dans l'après-midi si vous voulez voir nos visages si vous êtes en version audio. C'est l'occasion. Salutations au chat, vous êtes déjà nombreux à avoir écrit quelques mots. N'hésitez pas bien évidemment à nous dire bonjour, à écrire vos commentaires, vos questions. De quoi on va parler dans cette émission? Cette fois-ci, cette semaine, on va prendre le classement dans l'ordre. On va commencer par Fribourg, Lausanne, Genève, Bienne et Ajoie. Pas de surprise cette fois-ci, pas d'invité puisqu'on a Régis avec nous. Donc je vous propose, messieurs, qu'on se lance dans le premier sujet de discussion. Du côté de Fribourg, après un bon début de saison, les Dragons marquent un petit peu le pas. Ils ont connu une défaite surprenante contre Cloton vendredi soir, une victoire contre Rapperswil, messieurs. C'est un peu le service minimum ces temps-ci pour les hommes de Christian Dubé. Régis, je vois que tu fais la moue, donc je vais te donner la parole. Oui. C'était quand même le 12e et le 13e du classement. Donc, quand on est Fribourg, qu'on a été longtemps leader, qu'on a roulé, j'ai envie de dire, à peu près sur tout le monde pendant plus d'un tour, et puis que là, la machine s'est un peu enrayée, on va à Cloton, il y a 3-1 après 2 tiers, tout semble bien se passer, et puis patatras, cette liquéfaction dans le dernier tiers qui coûte la victoire, aucun point à ramener à Cloton. Donc, voilà, on n'a même pas pu avoir la réaction de Christian Dubé à la fin du match. On l'aurait bien prise quand même, cette réaction, mais bon, on ne nous l'a pas donnée, cette réaction. C'est dommage. Le lendemain, il y a quand même cette réaction contre une faible équipe de Rapperswil. Il faut le dire. Là, ce serait très très mal passé, je pense, une défaite face à ce Rapperswil qui est un peu l'équipe bonne à prendre. Quand elle se déplace actuellement, c'est un peu les 3 points qui tendent les bras à toutes les équipes. Donc, service minimum, ça me paraît être assez justifié. Mais on notera quand même que Christian Dubé a fait pas mal d'ajustements. Il a bouleversé ses lignes. Ça a marché. Est-ce que ça va durer de mettre notamment un Berchi avec Dido et avec Sørensen et Delarose, pardon. On verra. Mais en tout cas, il y a eu des choses qui se sont passées et c'est un petit peu la nouvelle version de Fribourg qu'on a vue. Je sais pas si c'est la nouvelle version de Fribourg qu'on a vue, j'espère pas pour les supporters fribourgeois, parce que sinon c'est quand même une dose de stress supplémentaire tous les week-ends. Ils n'étaient pas habitués à ça depuis le début de la saison. Moi je suis pas d'accord avec le service minimum, et puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est le mot service minimum en fait qui me plaît pas trop. Et je te rejoins Régis sur le pédigré des adversaires. On est d'accord, fallait faire des points. Mais Fribourg se retrouvait dans une situation un petit peu compliquée. Il y avait la victoire contre Ajoie, qui était là aussi peut-être un petit peu... Ils en ont mis 8, mais tout d'un coup le match s'est ouvert. C'était compliqué lors des 20 premières minutes. Puis on va peut-être en reparler après par rapport au parcours d'Ajoie. Et puis tu te retrouves face à cette équipe de Cloton qui change de coach. Michel qui assure l'intérim. La question qu'on se posait, puisque c'était notre match studio de vendredi, à savoir s'il allait avoir un choc psychologique ou pas. Quand même, souvent quand on change de coach, c'est pour amener quelque chose, vous êtes d'accord? Les joueurs doivent se montrer, etc., etc. Lors des 20 premières minutes de jeu, Fribourg, franchement, mène logiquement au score. Cloton n'est pas là. Deuxième tiers, ça commence à s'équilibrer un petit peu, mais Fribourg marque le 3-1. Puis arrive cette troisième période. Franchement, les Fribourgeois se sont complètement écroulés. Ils se sont fourvoyés. C'est pas... C'est eux qui ont relancé, j'ai envie de dire, Cloton finalement dans le match. Et puis après, tout d'un coup, il y a tout qui rentrait. 3 breakaways, 2 fautes. Ils ont payé cash, 2 erreurs et il y a eu 2 goals. Quoi. En gros c'est aussi ça. Et puis le lendemain, tu l'as dit, c'est Rapperswil. Fallait absolument pas perdre. Parce que franchement, tu perds contre Rapperswil après ce que tu as fait en troisième période face à Cloton. Là, tu peux commencer à parler, je suis désolé de le dire, mais franchement de problème.
je dirais pas le mot de crise, mais en tout cas qui est un problème récurrent. Fribourg n'arrive pas à repasser, on va dire, la vitesse supérieure qui permettait au début de saison à cette équipe aussi d'aligner des victoires puis d'être beaucoup plus serein dans sa gestion, j'ai envie de dire, de l'ensemble du match. Ça, c'est ça. Mais je ne parlerai pas de service minimum parce que Fribourg, franchement, était en doute. Quand même, tu sentais que c'était une équipe qui était en doute. Tu sentais qu'il y avait une sorte de fragilité depuis quelques matchs qui s'est installée. Et puis, cette petite fragilité témoigne le troisième tiers face à Cloton. Tout d'un coup, il y a une équipe qui s'efface. Et puis après, tu as brassé les lignes. Brasser les lignes, c'est toujours un aveu de faiblesse quand même. Hein, non, mais c'est le principe du coach d'essayer de relancer. Si ça marche, tant mieux. Puis tu te dis, ah mince, voilà, c'est ce binôme-là qui fonctionne, donc je vais changer avec ça, etc., etc. Très bien, tu trouves enfin la mayonnaise, mais la mayonnaise, elle était là, elle avait prise. Donc on a tenté un coup de sec, on a tenté... Attends, on a tenté de remettre un petit peu cette machine fribourgeoise en route. Est-ce qu'on a fait le service minimum? Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient actuellement. 3 points avant le week-end. On aurait dit, si c'est au moins 3 points pour assurer le service minimum, et puis normalement, contre des adversaires comme ça, on devrait presque en faire 5 ou 6. Mais je suis d'accord, mais tu veux aller plus dans le détail face à Cloton? Très bien, d'accord. Tu mets Rueger, il a choisi de mettre Rueger dans la cage, d'accord? C'est quand même pas le pire des gardiens de la ligue. Non, mais je suis n'a mais là, il n'a pas pris un point. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de t'expliquer quand même que quand tu mets Rueger dans la cage, tu mets pas Berra. Ils en prennent 5 quand même. Si t'en prends 5, tu l'en mets 6. C'est facile. C'est hyper simple le sport. Il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Très simple. Wow. Le lendemain, mais le lendemain, tu mets Berra à domicile, ce qui semble logique. Et puis là, ils tiennent le match. Ils prennent les devants. C'est exactement la même chose. La grosse différence, c'est qu'ils ont tenu le résultat. Au final, la différence entre Cloton et Rapperswil, c'est qu'il y a 3-1 après 40 minutes de jeu et qu'ils en prennent 4 dans le dernier tiers. Donc c'est pas le fait d'avoir mis Rueger dans les buts qui a fait qu'ils ont... Non mais je suis d'accord, mais du match. Ils n'ont pas tenu sur l'ensemble du match. Oui, mais si tu regardes les buts, il y a 2 breakaways. Il y a quasiment 2 ou 3, enfin c'est 2 breakaways, et puis en gros les 2 breakaways, s'il gagne son face-à-face, Rueger, à ce moment-là, Fribourg va peut-être ramener un point, même pousser, je sais pas, en prolongation, puis peut-être se réveiller un moment, j'en sais rien, avec des si. Voilà, on refait pas le match. Ce que je t'explique juste, vraiment là, c'est de se dire, si Fribourg se plante pas sur cette 3e période face à Cloton, ils font 6 points les Fribourgeois. Voilà. Alors ok, ils éclatent pas 8-0 Rapperswil à domicile le lendemain, on est d'accord. Mais je pense que quand tu changes en effet les lignes, quand tu essayes de remettre finalement des leaders aussi, tu parlais de Berchi, là ça fait je sais pas combien de matchs qu'il a pas marqué non plus. Dido, est-ce qu'il a le même impact? On disait au début, regardez, Fribourg gagne, ils ont même pas besoin d'un Dido comme on l'a connu sous le maillot fribourgeois, etc. etc. Simplement, il y a que Sorensen qui survole, de la Rose aussi, t'en as parlé, etc. Et voilà, alors est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Moi je sais pas. Est-ce qu'on peut parler de service minimum par rapport à ce qu'ils faisaient en début de saison? Oui. Est-ce qu'on peut parler de service minimum par rapport à ce qu'ils ont montré les derniers matchs? Je pense pas. Je pense qu'ils étaient plutôt, on va dire, dans la continuité des derniers résultats. Là, je te sens dans le mode positif, parce que si on veut tirer le positif, on dira qu'ils ont quand même fait 5 bonnes périodes sur les 6 du week-end, et puis qu'il y en a une où ils se sont complètement écroulés. Franchement, c'est presque ça, honnêtement. Honnêtement, tu bétonnes en 3e période face à Cloton, tu fais les 6 points, c'est pas génial, c'est pas formidable. Oui, tu fais le service minimum parce que vu le classement et puis vu l'état des 2 autres équipes, tu te dis oui, il faut signer des victoires. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais d'un autre côté, tu sais, pour faire un bon match de hockey, il faut 2 bonnes équipes. Et franchement, les 20 premières minutes de jeu contre Cloton, on était là. Non, mais c'était pas bon. Et franchement, honnêtement... Mais tu vois à quel point ça peut être vraiment dans la tête. Je suis pas en train de dire que Fribourg est passé de winner à loser, de loin pas. Je dis simplement, et puis c'est le travail de Dubé, il a mixé ses lignes pour essayer de relancer, pour essayer de piquer certains joueurs aussi, pour essayer de leur dire, là on attend plus de toi, etc., etc. Mais en 3e période, je suis désolé de le dire, ils ont encaissé quoi? 4 buts? 4 buts. Il y a les 3-1 qu'ils ont perdu 5-3, ils ont encaissé 4 buts, c'est mathématique. Ouais, mais en plus, je t'ai dit, c'est 2 erreurs individuelles de mauvaise relance, une paire de pucks de Dido, la mauvaise relance de Berchi, ça leur coûte 2 buts, quoi. 2 erreurs, 2 buts. Et puis, c'est quand même un peu un grand classique. Quand tu joues à l'extérieur, tu mènes de 2 buts, puis tu encaisses un goal comme ça, qui reste 15 bonnes minutes à jouer, tu sais que ce sera compliqué. Tu sais que tu vas pas vers une fin de match tranquille parce que l'autre équipe, poussée par le public, ça va venir fort. Et je pense que ce but-là, il a complètement lancé Cloton. Et puis, ça a un peu cassé Gauthieron qui, derrière, voilà, c'est un peu le Gauthieron actuel. Alors qu'en début de saison, je pense qu'il aurait tenu. Mais
celui du dernier mois, on va dire ça comme ça, celui du dernier mois, il est plus fébrile, quoi. Il est plus fébrile, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord. Le lendemain, ils jouent à Rapperswil, il y a 2-0 après 9 minutes de jeu. Ils font une très bonne entame de match. Honnêtement, ils font le match qu'ils doivent faire. Et là, moi, j'ai trouvé que là, au moins, ils ont tenu le résultat. Après, ils marquent le 3e, je crois, en 2e période. Et puis, ou un petit peu plus tard, je sais plus. Et voilà, et là, ils tiennent le match. Et je pense que voilà, on a retrouvé un Fribourg-Gotteron. Alors oui, c'est pas flamboyant, oui, on a l'impression qu'il y a moins de maîtrise, etc. Mais voilà, je pense que s'ils avaient gagné une fois en prolongation contre Happy, et puis on aurait dit, ouais, service minimum, là j'aurais compris. Mais sinon, franchement, honnêtement, je sais pas. Moi, je pense quand même que, en se disant que Fribourg avait une sale grippe, on va dire, sur les derniers matchs, je pense que voilà, ils sont convalescents, tu vois, ils sont pas encore à 100%, mais ça va mieux. Ils retrouvent de l'appétit. Voilà, j'ai envie de dire ça. Allez, petit tour dans le chat. Alors, pour répondre à Otto, on parlait du match vendredi contre Cloton où il y a eu 4 buts en un tiers. Et, alors, il y en a. On nous parle du match aussi contre Lausanne où Olivier, par exemple, nous dit on oublie la défaite contre Lausanne également où ils n'ont pas été bons. C'était mercredi, ça fait partie de la semaine passée. Il y a une question de Gaëtan qui nous dit finalement est-ce qu'on n'a pas le vrai visage de Gotteron ces temps-ci? Yecker, Marchon, même Ruger surperformait. Ouais, alors je pense quand même qu'il y a des gars qui valent mieux que ce qu'ils montrent depuis quelques semaines. Le nom de Berchi est ressorti. Je pense clairement qu'il vit une partie de saison un peu compliquée. Mais après, c'est un gars qui est un peu de séquence, quoi. On sait qu'il peut s'enflammer sur 10 rencontres et puis les 10 suivants, ben, j'ai l'impression qu'on y est là. Il va revenir. Moi, je me fais pas de soucis. Ça va revenir. Mais je pense qu'un gars comme lui, c'est qu'il est dans une mauvaise séquence. Et puis après, il se trouve qu'on est peut-être un petit peu dans une phase où il y en a plusieurs de ces leaders. Dido aussi, il en fait beaucoup et puis ça passe pas trop. Voilà, il y a vraiment, comme tu l'as dit, que Sørensen qui est tout le temps là, qui a une constance incroyable. C'est ouais. Un chapeau bas au joueur qui est déjà une demi-saison quasiment à 100% tous les matchs, mais toute l'équipe est peut-être pas dans une grande forme. On va dire ça comme ça. Et on en a parlé ce matin en préparant les studios de la semaine. Il a 33% d'efficacité devant la cage aussi, Sørensen. Ça va peut-être pas durer. Il y a des chances que ça dure pas parce que c'est vraiment voilà, exceptionnel d'avoir 33% de réussite. Mais oui, et je crois que Dubé l'a dit dans la presse aussi, il faut que tes leaders, ça soit tes meilleurs joueurs. Et ces derniers matchs, bah, c'était pas forcément le cas. Voilà. Et je pense que c'est ce qui explique cela aussi. Je crois pas qu'on puisse jeter la pierre à Yecker, à Marchon, etc., à Rueger. T'attends pas d'eux à ce qu'ils soient à 150% et puis qu'ils tirent l'équipe. Je pense véritablement que tes leaders doivent être les meilleurs joueurs sur la glace. Et quand c'est le cas, en général, il y a les 3 points au bout. Là, je suis 100% d'accord avec toi, Alex, là-dessus. C'est clair qu'il y a certains joueurs qui doivent se regarder dans le miroir actuellement pour mais tu sais, maintenant, éviter ce genre d'erreur aussi dont tu parlais du côté de Cloton, parce que la passe de Di Domenico qui donne un solo à Cloton, ça devrait pas arriver normalement. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont jamais dit que Cloton pouvait revenir dans ce match. Je vous promets, c'était un petit peu comme... tu sais, quand tu vois, je sais pas, la pluie arriver, puis que tu as prévu un barbecue, et puis tu te dis, non, mais elle va passer à côté, puis finalement, évidemment, tu te la chopes. Non, mais ça vaut ce que ça vaut comme image, je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois faire le petit plus, parfois. Et il y a certains leaders qui ne le font pas, là, dans ces derniers matchs. On fixe pas un spécialement ou quoi que ce soit, mais je dis simplement de faire le petite chose supplémentaire, tu vois, l'effort supplémentaire, que ça tombe pas finalement comme un fruit mûr dans tes bras, et puis Fribourg va retrouver le rythme. Très clairement, il y a du talent, il y a ça, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients, franchement, que pour Fribourg fasse une excellente saison. Il y a Roto qui nous demande qui a piqué le puck qui avait des yeux en début de saison avec un petit smiley qui fait un clin d'œil. On prend une dernière question sur Fribourg de Sarah qui nous demande si finalement la profondeur de banc de Fribourg est trop faible. Alors, certainement pour la suite. Alors, ils n'ont pas de blessés ces temps-ci. Hein. Non, il y a eu Souter qui a monté, puis après il a changé. Non, c'est pas un problème maintenant. Non, je pense pas. Non, ça pourrait le devenir. Et je crois que Christian Dubé, quand on l'a eu à ce micro, il était le premier à le reconnaître. Ça peut être un problème, mais actuellement, ils ne peuvent pas avoir remplacé des joueurs des 2 ou 3 premiers blocs comme ça par des gens qui seraient, si j'ose dire, dans le 5e bloc maintenant. Donc non, pour l'instant, non. Je pense. Voilà, ce sera le mot de la fin sur Fribourg-Gotteron. On passe à Lausanne.
Les Vaudois qui tournent bien en ce moment, puisque depuis le retour de la pause des équipes nationales, les Lions ont remporté les 5 derniers matchs dans le temps réglementaire. J'ai corrigé mon petit calcul de la préparation, puisqu'il reste sur 8 victoires lors des 10 derniers matchs, ce qui fait 27 points en 30 matchs. Si je ne me trompe pas dans mon calcul. 24, ouais, plutôt. Je me suis quand même trompé dans mon calcul. En 30 matchs non, en 30, sur des points possibles. Sur 30 points. Voilà. Sur 30 points. Voilà, c'est ça, tu nous rassures, parce que là, il y a tous les fans de Lausanne qui disent quoi, on nous a menti. Ouais. En gros, il y a 10 matchs, ils avaient la moitié du total de points qu'ils ont maintenant. Non, mais il y a 10 matchs en arrière, on se disait, oh là là, Lausanne, c'est terrible. Regardez, ils perdent Dukes, il y a Pounenovs, finalement, on va chercher le kid, on va chercher Kevin Page qui fait un blanchissage lors de son premier match. Ça enlève un poids, désolé de le dire, mais quand même assez monstrueux sur le staff, sur les joueurs et sur toute l'équipe. Il fait 6 matchs de suite. La question, c'est de se dire comment tu relances Pounenovs. Tu mets Pounenovs, il fait une victoire. Tu le remets, deuxième victoire. Tu remets Page. Tac. Ok, c'est super. Ouais, très bon match face à Bienne. 2-1, donc match difficile, c'est un match de gardien souvent, quand tu as des 2-1 au niveau du score, on est bien d'accord. Et puis là, 5-0 face à Ajoie. Donc, ils ont réglé le problème des gardiens. Alors après, ils auront un problème de riche, peut-être qu'on en parlera, mais franchement... Bon, on a une question, donc on va la prendre après. On Finis ta phrase, on en parle juste après. Et il a trouvé ses lignes. Et il les a pas changées. Bah si, il les a pas modifiées. Il a mis à pas là. Oui, non mais d'accord. Il était forcé de les changer. Oui, mais il a été forcé de les changer parce qu'Allemand n'était pas là, donc du coup il a descendu Fuchs, etc. Mais il a trouvé le binôme Fuchs-Ouemela et Rochette avec ses catchs. Franchement, ça, je pense qu'il va plus la toucher. Mais non, ils produisent quasiment à chaque match. Franchement, je crois qu'il y a même un but. Même ces catchs remarquent des buts. Bah oui, et j'ai l'impression qu'ils ont... Je suis désolé de le dire, mais tu sens aussi le body language des joueurs. Tu as l'impression qu'ils commencent à être dans leur patin, ces joueurs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je pense qu'en fait, la mayonnaise, elle est en train de prendre, voire elle a prise du côté de Lausanne. On se dit, combien de fois on s'est dit, ah là là, oui, mais on comprend pas, parce que sur le papier, line-up, quand même, il y a du talent, il y a des joueurs intéressants, etc., etc. Et là, la mayonnaise a prise. Et là, franchement, on s'aperçoit que Lausanne, c'est une équipe qui commence à aligner les bons résultats, etc. Parce qu'il n'y a plus de doute. Tu sens qu'ils ne doutent pas dans la tête. Ils se disent à chaque fois qu'ils rentrent sur la glace, oh là là, on va en tirer encore 52 fois en direction de la cage, et puis on va encore faire un bon match au niveau des stats avancées, mais au niveau du score, ça sera mauvais. Tandis que là, franchement, tu as vraiment le sentiment d'avoir une équipe qui vient, qui se présente, et qui vient pour gagner le match, et qui a le sentiment qu'elle peut le gagner à chaque fois. Alors avant de parler des rabat-joie, mais quand même en début de saison, moi je me rappelle avoir dit à ce podcast, on a vraiment un Lausanne qui est capable de jouer top 4 et puis après il y a eu vraiment une longue période d'un mois qui a été compliquée. Donc je me garde quand même une toute petite réserve en disant ça tourne bien mais on verra à un peu plus long terme, même si je suis le premier à reconnaître que c'est très bien ce qui se fait maintenant. Alors pour revenir sur ce que vous dites, messieurs, dans le chat, Pierre nous dit pour les victoires, c'est avec la manière en plus. Et pour ce que tu disais, Régis, ce que tu viens de dire, il a également écrit à peu près la même chose. Le LHC a des occasions qu'il mette dedans, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Et ça, c'est totalement vrai. Puis pour revenir sur la question sur les gardiens, puisque on l'a évoqué, c'est Claude qui nous dit « Comment voyez-vous l'avenir à court et moyen terme des 3 gardiens du LHC ?» Alors, vous avez peut-être vu le sujet qu'on a consacré à Kevin Page samedi. C'est moi qui ai fait l'interview de Kevin Page, donc je connais sa réponse. On a gardé la réponse au cas où. Mais en gros, il ne serait pas choqué d'être envoyé à Martigny parce qu'il voit le côté positif aussi du fait d'être envoyé à Martigny. Et Christophe Baluet m'a dit, parce que je lui ai posé la même question, il m'a dit que pour l'instant, ils n'avaient pas décidé, qu'ils attendaient de voir quand est-ce que Connor Hughes allait revenir. Il patine sans équipement pour le moment, donc il est sur la bonne voie, mais pour l'instant, la question ne s'est pas réellement posée, mais c'est clair que ce serait plus logique d'envoyer Kevin Page à Martigny pour qu'il ait du temps de jeu. Pas qu'il soit en tribune ou sur le banc, puis qu'il joue une fois tous les 3-4 matchs, parce qu'il faut faire un tournus, et puis qu'il faut... tout d'un coup, il y en a un qui a la main chaude, et puis on décide de garder celui qui a la main chaude. Moi, je pense que en fait, c'est très clair. Je pense qu'il n'y a pas de doute, et je pense que tout est déjà très clair pour tout le monde, en fait. C'est mon avis et mon sentiment, je pense que Kevin Page, quand il va devoir, on va lui dire merci pour tout, tu retournes à Martigny, il va retourner à Martigny. Le seul scénario qui pourrait faire ça, qui pourrait changer la donne, honnêtement, c'est si tout d'un coup Pounenovs, ça refait malheureusement encore une fois la crêpe, et puis c'est terrible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il encaisse, il se fait sortir, je sais pas, sur 2 matchs ou sur 3 matchs, puis tu sens que tout s'écroule.
c'est la seule possibilité, mais franchement, vu le retour qu'il a fait, vu les 3 matchs qu'il a disputés, Pounenovs, et c'est tant mieux pour lui, évidemment, et tant mieux pour Lausanne, vu aussi la longueur de son contrat, etc. Mais je pense pas que ça va réarriver. Voilà. Ça, c'est mon sentiment. Je pense que il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Je suis assez d'accord dans l'ensemble sur ce que tu dis, Alex. Je pense que Pounenovs, maintenant, a retrouvé une partie de sa confiance. Donc, moi, je lui ferai confiance sans problème, sachant que les deux, et Pounenovs et Hughes, sont sous contrat la saison prochaine. Donc, il n'y a aucune raison d'écarter un gars en se disant, de toute façon, on n'a plus besoin de tes services et puis on peut prendre un jeune qui monte, à qui on va faire confiance. Et puis, si tu dois faire comprendre à un des trois que il y en a un qui doit aller jouer ailleurs parce qu'il y a trop de talent chez nous et puis il n'y a qu'une place de titulaire par match, je pense que c'est quand même plus simple d'expliquer à un gars de 20 ans qui doit aller le faire en Swiss League qu'aux autres qui ont quand même déjà, sur plusieurs saisons, confirmé qu'ils avaient le potentiel de National League. Donc, tout à fait, il n'y a pas de doute, c'est le seul choix qui me paraît raisonnable, en admettant qu'ils soient en santé, les deux principaux, Pounenovs et Hughes. Justement, tu parles de santé, Sandra rebondit là-dessus. Est-ce que pour que Hughes reprenne la forme, il pourrait être envoyé à Martigny? Ça, c'est possible qu'on lui dise 1 ou 2 matchs. Bon, on a vu JVP l'année passée être envoyé, de tête, je dirais à Getse, mais je suis plus sûr où il avait été envoyé, à Winterthur, voilà, Ouais. quand il est revenu de blessure. Mais il me semble qu'il il a été moins gravement touché qu'Honorius, en ayant raté peut-être 6-7 semaines. On a peut-être moins besoin de se remettre dans le rythme de la compétition qu'un JVP. Mais je ne serais pas si surpris que ça de le voir un match à Martigny, par exemple. Ils l'ont fait avec, par exemple, Michael Wigli qui allait jouer un match à Martigny en retour de blessure. Exactement. Juste pour prendre le game shape, le rythme de match que t'as pas à l'entraînement. C'est fait pour ça les partenariats aussi. Hein. C'est typiquement, enfin c'est ce que recherche le club de National League avec un partenariat avec un club de Swiss League. Et c'est pas un déshonneur. Je veux dire. Non, mais non, pas du tout. Mais de toute façon, c'est même pas la question d'honneur ou de déshonneur. Si les choses sont très claires et c'est quasiment le modus dès le moment où tu dis longue absence, tu as la possibilité de faire ça, de reprendre la compétition avec un rythme, voilà, tu vois, avec un peu moins de pression sur les épaules, etc. Enfin, quoi qu'il y ait en poste de gardien, tu sais pas vraiment quoi. Non, mais surtout. Non, mais parce que joueur, tu peux un peu. Surtout l'avantage par rapport à Connor Hughes en ce moment, c'est qu'il a pas la pression de devoir revenir. Lausanne n'est pas gêné par son absence. Non. Entre Pache et Pounenovs qui performent actuellement, il a le temps de revenir à 100%. Donc effectivement, l'envoyer pour 1-2 matchs à Martigny juste pour reprendre le rythme du match, d'être en match, ça peut être la solution, et une solution vraiment sur le court terme. Et ensuite, comme on l'a dit, ce sera certainement Kevin Pache qui sera envoyé en Swiss League. Non mais franchement, à part ça, tous les voyants sont ouverts quasiment pour l'instant du côté de Lausanne. Et voilà, il faut en profiter, il faut continuer, il faut enchaîner. Et comme ça, tu peux presque... Alors, je sais pas, un petit peu tôt, mais franchement, mais tu sais, Régis, toutes les équipes qui sont allées dans les 8, peut-être pas top 6, je vais peut-être exagérer, il faut plus que ça. Mais tu fais une série de 8-9 matchs de victoires consécutives. Après, mathématiquement, je vais vous dire que tu peux être un petit peu peinard. Et si tu as de nouveau une période négative, un petit peu comme Fribourg maintenant, quoi. Je veux dire, ils ont fait un tel début de saison que regardez où ils sont au classement, quoi. Je veux dire, ils peuvent en perdre, quoi. 5, 6, quelque chose comme ça. 5, 6 sur les 7, 8 derniers matchs ou 9 derniers matchs. Et finalement, 5 sur 6. Tu te retrouves quand même à être quoi, 3, 4e de classement. Et puis, et voilà, c'est parce que tu as eu cette bonne période. Tu as eu cette série de victoires qui te permet justement d'être parmi les meilleures formations. Chacune des 6 équipes va connaître à un moment, ou doit connaître à un moment, une série de victoires. Il y a peut-être une chose que Lausanne peut, et à mon avis va devoir améliorer, parce que tôt ou tard, ça va lui tomber sur le nez. Ses débuts de match sont dans l'ensemble pas terribles. Même hier, face à Ajoie, je veux dire, sur les 15 premières minutes, ils n'ont pas vraiment dominé leur sujet. Voilà, quoi. Depuis quelques rencontres, ils ont un petit peu de la peine dans les débuts. Ça ne se paye pas parce que soit le gardien fait les arrêts, soit l'adversaire n'en profite pas vraiment pour se détacher. Mais ça pourrait quand même coûter à terme. Je rejoins complètement, absolument. C'était le cas contre Bienne aussi, au début de match. Pas en troisième période, mais début de match et puis deuxième tiers, c'était exactement ça. À voir si les Lausannois vont pouvoir corriger ça pour les prochains matchs, de mieux commencer les matchs, vu que c'est le point négatif de Régis en ce moment. L'important, c'est de bien les terminer, d'avoir un but de plus que l'adversaire en général. On va toujours me répondre ça, j'accepte.
Stéphane, pas notre Stéphane, dit il y a aussi le powerplay amélioré du côté du Lausanne Hockey Club parce que c'est pas ce qui tourne bien en ce moment. Mais on le voit avec Lausanne et avec Zou qu'on n'a pas besoin d'avoir un bon powerplay pour être dans le top 6. Exactement. Oui. Mais... C'est vrai. Bon, Jaguer a marqué contre Bienne en powerplay. Le deuxième. Oui. Après 15 secondes. Jamais. Mais oui, il faut améliorer. De toute façon, il y a toujours des choses à améliorer. Heureusement. Oui, sinon les coachs seraient... Voilà. Au chômage. Au chômage. Absolument. Voilà, merci Régis. Je cherchais ce mot-là. On continue à descendre le classement et on va s'intéresser maintenant à Genève Servette. On parlait de série pour le Lausanne Hockey Club. Genève, c'est justement ce qui manque en ce moment. La constance, pas de série qui est fait. On a déjà parlé la semaine passée du fait qu'ils gagnaient plus à domicile, ils perdaient à l'extérieur. Alors il y a la victoire en Champions League à domicile, mais ils ont battu Ambry au Tessin. Régis, il me semble que tu y étais, donc tu as vu la performance des Grenats. Puis le lendemain, ils s'inclinent contre Berne. Ils menaient 2-0 contre Berne en plus. Il y a vraiment un manque de constance, Régis, qui peut inquiéter du côté des Vernets. Mais c'est terrible parce que si Genève avait gagné, ne serait-ce qu'en prolongation face à Berne, j'aurais dit quelle semaine géniale pour Genève. Ils ont marché, ils ont écrasé le champion d'Allemagne en termes de jeu. Je veux dire, ils n'ont quasi pas vu le puck. C'était l'inverse du match aller. Le Bayern Munich en foot, il est meilleur que le Munich du hockey, en tout cas, sur ce qu'on a vu. Non, mais trêve de plaisanterie. Genève a marché sur Munich sur ce match-là. À Ambry, ils sont arrivés, ils avaient une détermination, ils ont commencé le match, le plan de jeu a été parfait, il y a eu 2-0 quasiment sur les 2 premières vraies occasions. Ensuite, ils ont tenu, même quand Ambry revenait un peu, jamais vraiment eu l'occasion de revenir au score. Donc, sur ces 2 matchs-là, top. Et puis, samedi, ça part bien, 2-0 et tout. Et patatras, tout d'un coup, la machine s'enraye. Je ne sais pas si c'est une forme d'arrogance. Je me demande quand même si à un moment donné, on ne se dit pas « Ouais, bah, c'est bon, de toute façon, on sait comment gagner un titre. Là, on mène 2-0, on peut y aller tranquille. » J'espère que je me trompe et qu'il n'y a pas ça qui trotte dans la tête des gars. Après, on peut toujours me dire « Voilà, il y a des exploits individuels. Le but de Tristan Chervet qui remet Berne dans le coup. Il est beau, il est magnifique. Enfin, voilà, c'est des moments où ça peut se produire. Mais Genève mène toujours, entame le dernier tiers, doit être conscient que c'est quand même Berne, c'est pas un adversaire à prendre de haut. Et puis finalement, voilà, il y a une erreur de trop de Mayer sur le 3-2 et ça fonctionne toujours pas. Donc on reste quand même dans ce scénario du manque de constance qu'on a affiché dès le début de la saison. À l'époque, on disait ça marche pas à l'extérieur, ils gagnent qu'à la maison. Maintenant, on dit exactement l'inverse. Vous allez savoir pourquoi il y a des choses comme ça qui se passent. Mais encore cette semaine, il y a beaucoup de bonnes choses, mais à la fin, il n'y a qu'une victoire sur 2 en championnat. Moi, je pense qu'ils sont constants dans l'inconstance. Ça, c'est sûr. Ouais. Depuis le début on a fini l'émission, merci, au revoir. Non, mais depuis le début de la saison. Franchement, je vais être honnête, j'ai pas vu le match de Champions Hockey League, j'ai juste vu le résultat contre Munich. Ils marquent ce 3-1 avec une... Alors, ok, ils gagnent, je suis d'accord avec toi, Régis, ils l'ont roulé sur le bide. Après, il y a le gardien munichois, je crois qu'il fait une grosse bêtise. Ah oui, il offre le 3-1. Il marque le 3-1, s'il va en prolongation, peut-être même si voilà, le score aurait pu être différent. Mais enfin bref, il se qualifie pour les quarts de finale de la Champions Hockey League. Ok. Contre Ambry, tu m'arrêtes si je me trompe, ils ont eu un long voyage, c'est ça? Ils sont restés combien d'heures dans le bus? Alors exactement, je ne peux pas dire combien d'heures, mais ils sont arrivés à 18h05. Ils ont passé toute la journée dans les bouchons, une route horrible vendredi. Ils devaient les avoir comme ça, ils avaient envie de bouffer de la glace, à mon avis. Et ils ont fait une Ambry, c'est-à-dire qu'ils les ont pris à la gorge. Parce qu'Ambry, à domicile, en général, tu as le coup envoi et tu subis pendant les 5 premières minutes de jeu, c'est terrible. Ils viennent dessus à 4, c'est comme des avions, c'est terrible. Enfin, franchement. Et là, c'est Genève qui l'a fait. En effet, tu l'as dit, ils ont pris les devants, etc. etc. Et ils ont fait, de ce que tu nous as raconté, un gros match. Un très gros match, peut-être un des meilleurs matchs de Genève. En tout cas, sur cette rencontre-là, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ils ont été assez constants pendant 60 minutes. Ah oui, clairement. Oui. Pas vu de baisse de régime. Pour dire ça. Face à Berne, moi je rejoins Régis aussi. Je vais prendre des pincettes un petit peu parce que Berne, avec Kiaoun, ou sans Kiaoun, déjà c'est pas la même équipe, mais enfin là il y avait Kiaoun, et c'est une bonne équipe, Berne. C'est une bonne équipe. Qui a peut-être pas de profondeur au niveau de la profondeur, du line-up, etc. Genève est au-dessus, mais Berne joue pas si mal que ça. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis après, tu l'as dit, but de Chervet et erreur de Robert Mayer. Avec un petit peu plus de chance, je
vais mettre des guillemets. Je pense que Genève faisait les 6 points. Voilà. Ce qui est un petit peu plus gênant, je trouve, tu as parlé d'arrogance, moi je parlerais plutôt de suffisance. Je pense pas que ça soit de l'arrogance. Je pense pas qu'ils prennent de haut un adversaire. Je pense simplement, et peut-être que c'est parfois un petit peu le cas de certains leaders de côté de Fribourg-Gotteron, comme on en parlait sur les derniers matchs, de dire ça va aller. Ça va le faire. Vous voyez ce que je veux dire? En disant c'est bon, on mène, les éléments vont pas. Voilà. Et arrive ce qui arrive, ils se font rejoindre et finalement ils perdent le match. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a plus un côté vraiment de se dire ouais, allez, est-ce que je vais vraiment. Ah ouais, voilà. On a l'impression qu'il y a encore des joueurs qui sont en dedans. Hein. Je veux dire, Artikainen, la saison, elle n'a pas encore commencé. Hein. Ah, il a de la peine à trouver. Il a de la peine à trouver le chemin du but. Clairement, il est en train de se muer en passeur pour être. Non, mais on l'a vu marquer qu'un seul but à la Artikainen depuis le début de la saison. C'est contre Munich le 1 partout. Dans son bureau, là, contre Berne, là, il pousse en fin de match, comme des malades. Ils sont là, c'est un 6 contre 5, je suis sorte le gardien, etc. Ouais, il marque une seconde après la sirène, enfin une seconde, juste après la sirène. Il marque juste après la sirène. Tu parlais de chance, voilà, ça c'est aussi... Oui, mais il marque à 0,1 seconde, 0,1 seconde, oui. Etc. Non, mais t'as l'impression, ce manque de constance, notamment à domicile, puisque ça a complètement changé depuis le début de la saison. Ils gagnaient tout à domicile, puis maintenant ils ont énormément de peine, finalement, à la maison, tu as le sentiment qu'ils n'arrivent pas à tuer un match, en fait, à tuer une rencontre. Moi, c'est ce qui me frappe le plus, on en a déjà parlé de cette saison, c'est que fondamentalement, Genève, souvent un line-up magnifique, je veux dire, tu regardes le 4e bloc, waouh, c'est incroyable, quoi. Non, mais tu regardes les noms, voilà, c'est... Il y a peu d'équipes qui peuvent se permettre ou qui ont ce type de joueurs sur un 4e bloc. Donc, tu as 4 blocs qui peuvent marquer des buts à tout moment. Et tu te retrouves dans une situation où tu as une équipe qui joue. C'est pas qu'ils passent à côté de leur sujet, vous voyez. Ils sont pas passés à côté contre Berne. On peut pas dire ça. Non. C'est vraiment le sentiment où tu te dis, mais ils n'arrivent pas à tuer un match. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont moins cet instinct de dire, tac, à ce moment-là, on a le momentum, on le chope. On prend suffisamment d'avance, on tue le match. Ou alors on bétonne, on cadenasse, on fait plus ces erreurs-là qui coûtent des buts, etc. Voilà. Moi, je pense que c'est la grosse différence. Aussi, indépendamment du rendement, étant parlé d'Artikainen, par exemple. Voilà. Ouais, on a aussi parlé avant l'émission des pourcentages de Robert Mayer. On pensait que ça allait prendre un peu l'ascenseur. Il traîne encore à 88%. Donc... Ben voilà, ce genre de but, comme il prend le 3e, révèle que lui n'est pas non plus toujours ce qu'il devrait être. Non, clairement, c'est pas une moyenne, c'est en dessous de ce qu'on attend, clairement. Je crois que Desclous est quoi, 91 91,2. On va dire il fait le job, c'est ce qu'on attend d'un gardien, 91,2, mais si tu es en dessous de 91, c'est que tu fournis pas forcément la marchandise, clairement. Oui. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Frédéric nous dit Genève, c'est un peu comme Lausanne le mois passé, le beau jeu et de la malchance dans les moments clés. Régis, toi qui as vu Genève de près, je ne sais pas si tu as pu discuter avec les dirigeants, mais Didier nous demande si va y avoir un nouveau défenseur avec la blessure de Lennström. Alors, j'ai parlé avec Marc Gauchi avant le match à Ambry. Il a ouvert les options possibles. D'après ce que j'ai compris, s'il a une bonne occasion de signer un pigiste jusqu'à Noël, il est prêt à le prendre. Mais il m'a rappelé qu'il détestait la situation des étrangers en concurrence, qu'il n'envisageait pas de prendre quelqu'un jusqu'à la fin de la saison comme 7e. Ça, alors, il me l'a d'entrée dit. Et peut-être que c'est un peu plus compliqué de dire à quelqu'un, tu viens en défense pendant, 8-10 matchs parce qu'ils ont encore la Ligue des Champions. Il m'a dit, c'est ça le problème, c'est nous, on n'a pas de pause, on a quand même pas mal de matchs jusqu'à Noël, contrairement aux autres équipes de National League qui ne font pas la Ligue des Champions. Donc, il y avait cette tendance à dire, je l'ai perçu comme ça, si on trouve le pigiste en défense pour venir nous aider, on le prendra, mais ce n'est pas une priorité. Il tient le même discours qu'Apala. Ils n'ont pas gardé Apala parce qu'ils ne voulaient pas... c'est marrant, c'est 2 points de vue différents. Il y a certains qui trouvent que c'est une saine concurrence, que tu peux justement faire jouer ça, puis d'autres qui disent oh, non. Mais il les connaît, je veux dire, les étrangers qu'il a à disposition. Ils ont gagné un titre avec. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut pas, c'est pas le même management. Tu es obligé aussi de te dire que, et les gars, vous êtes restés, certains, vous avez prolongé d'une saison. C'est pas pour que je vous mette en tribune. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas avoir la même gestion que des étrangers qui ont pu peut-être venir cette saison au départ. Alors tu me diras, oui, il y a Lennström quand même, il y a Maninen.
Est-ce que tu mets vraiment Maninen dans les tribunes? Je pense pas. Non, il l'a pas engagé pour ça. T'as aucun intérêt de le faire. Maintenant, est-ce que franchement Genève a besoin d'aller chercher un défenseur supplémentaire alors qu'il a Tim Bernie, ils ont pris Tim Bernie en plus, qui n'était pas prévu au départ, de le rajouter juste comme ça dans le line-up pour quelques mois ou quelques semaines. Et puis si c'est pour griller une licence étrangère juste pour un mois... Non mais Lennström était blessé au début de saison, ils l'ont pas fait. Bah si, ils ont pris Appala. Oui, ils ont pris Appala, pardon. Oui, ils sont pas allés chercher défense. un défenseur. Non. C'est ce que je voulais dire. Là, si tu veux, tu as ton line-up. Moi, franchement, je pense que c'est vraiment pas une... Non, bah, il a remis Fulmin comme 7ème défenseur. Il a Yann Cadieux-Aline Maurer comme 8ème défenseur, mais il me semble qu'il n'a pas eu de seconde de jeu dans le week-end. En tout cas, contre Munich, il n'avait pas joué t'as de la profondeur. Donc, il y a de la profondeur derrière. Voilà. Il y a encore des défenseurs derrière, donc c'est pas un souci. Et puis il y a Guillaume Maillard qui est surnuméraire en ce moment au niveau de l'attaque, donc c'est pas comme s'il y avait, c'est pas comme à Fribourg où il y a juste le bon nombre plus 1. Il est annoncé blessé, hein, Pascal. Oui, ça dépend des matchs, mais oui, il a parlé d'un problème d'adducteur, mais qui devait de toute façon aussi, il avait été mis surnuméraire au début pour qu'il retrouve un second souffle. Bon, après, ça c'est le discours du mois de novembre, de dire qu'on recherche des pigistes et puis pas quelqu'un jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, quand tu es au mois de janvier ou février, la question elle se pose un petit peu elle se pose un peu différemment, ça c'est sûr. On va s'intéresser à une autre équipe qui a des soucis de line-up, c'est le HC Bienne. Même si on va pas se concentrer là-dessus, les Zélandais qui ont gagné le match clé qu'ils avaient ce week-end, celui contre Rapperswil, une victoire 3-0, un très bon match de la part des Biennois. Par contre, contre Lausanne, ils ont fait face à une équipe qui tourne bien en ce moment. Ils n'ont pas pu enchaîner avec un deuxième succès. Par contre, ils sont désormais 11e au classement. Ils sont passés devant Rapperswil. C'est là où je parle du côté positif. Ouais, parce que toi, tu as vu le match, Pascal, toi, à Rapperswil. Quel était ton feeling? Moi, de l'extérieur, j'ai pas vu ce match-là. J'ai l'impression que la situation, elle est quand même un tout petit peu la même. Ils ont gagné un match sur 2, mais ils marquent pas beaucoup. Ils ont une efficacité qui est extrêmement basse. Il y a peu de blessés. Il y a toujours des blessés qui se sont même rajoutés avec maintenant Buren qui a mal à la tête pour donner une caricature. Donc, quel est ton feeling, toi, après ce match à Rapperswil? Bah écoute, j'ai vu un Bienne qui est sorti vraiment le couteau entre les dents. Ils ont gagné le premier face-off, ils sont allés tout de suite à l'abordage de Niffler, genre ils ont 4 tirs cadrés en 2 minutes 30 au début, et ils ont pris Rapperswil à la gorge, exactement. C'est exactement le signe que tu viens de faire, Régis. Ils n'ont pas laissé la possibilité à Rapperswil de développer leur jeu. Et je pense clairement que le match, cette semaine-là, il a été entouré en rouge sur le calendrier en disant « Ce match-là, on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit aller le gagner ». Gaëtan Haas parlait à nos confrères du journal du Jura avant le match de mode playoff à activer. C'est l'impression que j'avais sur la glace. Peut-être que les retours aussi de Haas, qui n'a plus mal à la tête, ou en tout cas plus trop mal à la tête, y est pour quelque chose. Le retour de Luca Kunti aussi, même si on a toujours encore un Stamfli qui joue à l'aile en 4ème ligne et un Radgeb qui lui est à l'aile de la 3ème ligne. Il y a encore des problèmes, le malade n'est pas guéri, on va dire ça comme ça, mais j'avais un bon sentiment, j'avais l'impression d'avoir vu un bon Bienne par rapport aux autres matchs que j'ai pu voir des Zélandais cette saison. Ils ont fait un bon match contre Lausanne. Honnêtement, Kevin Pache, il tient la baraque au bon moment, etc. Tu peux pas reprocher quelque chose forcément à Bienne finalement dans cette rencontre. Il y a Seteri qui refait du Seteri, c'est-à-dire un blanchissage. Ça aide aussi quand ton gardien finalement te permet de ne pas encaisser 4-5 buts. C'est plus simple si tu as de la difficulté à marquer. Il y a beaucoup de choses de positives quand même. Il y a des retours. En effet, c'est pas la même équipe clairement qu'on a pu voir avec des défenseurs avec Grossman au centre, etc. Le choix de laisser Radgeb en attaque, ça c'est un choix du coach parce qu'il aurait pu faire fondamentalement autrement. Il y a encore Kevin Leuve qui est pas là et moi franchement à titre personnel, Victor Leuve, je préfère Victor Leuve que Pekka, vraiment. Ça c'est un point. Mais je pense que
regardez, c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs, je crois, à Bienne. Et ils battent finalement Avant Rapperswil, ils avaient gagné 3 matchs lors des 5 derniers. Mais ils battent Rapperswil, ils battent Cloton. Ils battent des adversaires directs actuellement là où ils sont au classement. Et je pense que c'était hyper important. Ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et je pense que tu peux commencer à construire vraiment là-dessus, quoi. Et Sateri, oui, donne-lui des départs. Désolé pour JVP, mais tu dois lui donner des départs. Tu dois le mettre pour moi et donc qui est maintenant les matchs. Et puis, parce qu'il peut te faire gagner un match. La réalité, il peut te faire gagner un match. Il peut te faire gagner des points. Il peut te ramener des points quand c'est compliqué. Et puis après, on parle de marquer. Il y a 2 buteurs sur le papier. À Bienne, enfin il y en a plusieurs, mais ou même 3, tu peux mettre Brunner aussi, etc. Mais t'as Rayala et t'as Olofsson. C'est des snipers, les deux. Vraiment, c'est des snipers. C'est eux qui devraient être meilleurs buteurs de cette équipe. C'est eux qui devraient être top scorers de cette équipe. Et tu vois que c'est Salinen qui marque les buts. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même un petit problème au niveau de ce line-up. Ils ont fait beaucoup d'allers-retours, etc. dans le line-up, mais tu as des joueurs que tu sens qui sont pas vraiment en confiance. Moi, je suis désolé de le dire, mais un Olofsson, là, il traîne son spleen, lui. Bah, il traîne son spleen, mais en même temps, tu le fais jouer avec... il l'a mis dans des lignes avec Radgeb et je sais plus qui. Le message que tu lui envoies, tu sais, que quand tu veux que tes meilleurs joueurs soient tes meilleurs, tu le mets pas comme une punition là-dedans pour essayer d'équilibrer tes lignes. À un moment, il faut faire un petit peu... voilà. C'est mon avis, de nouveau. Hein. Ouais, alors moi je t'accompagne en ayant une toute petite analyse un peu différente. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on insiste avec un Radgeb en attaque. Et je veux dire, par exemple, on sort Poca, on met Radgeb en défense, et puis on fait revenir un Bouckaert qui est quand même un vrai attaquant, même s'il déçoit, il a qu'un but. Pour moi, clairement, il n'a pas amené ce qu'il aurait dû. Après, des gars comme Olofsson, Rayala, je pense que ils trouvent pas leur compte actuellement avec le système, le jeu qui leur est proposé. Et puis moi, là, je le dis depuis le mois de septembre, je ne vois pas une équipe composée pour jouer comme ils jouent. Alors, il y a des adaptations. On sent qu'il y a des joueurs, qu'il y a un jeu qui va un peu plus dans la profondeur et dans la largeur, comme avec Termenen. Excusez-moi pour ressortir ce mot qui est bientôt tabou à Bienne, parce que tellement on voudrait tourner la page, mais je maintiens que ces joueurs, ils ne sont pas heureux. Olofsson, Rayala, ils ont un système qui ne leur convient pas et ils sont au service de l'équipe, aux ordres de l'entraîneur, mais on ne les fera pas devenir tout d'un coup des excellents joueurs qui plantent but sur but dans la configuration actuelle. Ça ne fonctionne toujours pas et je ne suis pas convaincu que quand tout le monde sera là, ça ira beaucoup mieux comme c'est actuellement. Bon. Voilà, je suis un constat un peu cynique, un peu froid, mais ça reste mon constat. Mais tu as dit un truc vraiment intéressant parce que c'est vrai que contre Lausanne, on a retrouvé certains schémas de jeu qu'on connaissait de Bienne, avec des entrées de zone, avec des entrées de zone avec de la vitesse, vous voyez, plutôt que dropper et puis aller chercher ou bien juste. Et puis il y a moins ce côté où quand ils arrivent dans la zone neutre depuis leur camp de défense sur les sorties de zone, s'il n'y a pas de solution, on revient en arrière et puis on recommence. Ça m'avait frappé en début de saison. Contre Ajoie notamment, où plusieurs fois, sorti en contrôle, on arrive à la ligne rouge, il n'y a pas de possibilité de passe, il n'y a pas de possibilité de mettre le puck au fond, on revient en arrière, on se remet derrière le but, on réorganise le tout et on repart vers l'avant. J'ai trouvé depuis la pause de novembre, de cette pause-là, je pense qu'ils ont travaillé un petit peu d'autres choses. Il fait des ajustements, leur coach. Il essaie, il a bien compris qu'il pouvait pas exactement ce qu'il avait dans les plans au début de la saison. Et je pense qu'il est en train d'essayer par bribes. On t'a entendu par bribes, hein, voilà, un petit peu, justement. C'était du bon timing là-dessus. Non, mais je pense que le coach avait une idée précise de ce qu'il voulait faire avec cette équipe et il se rend compte qu'il est obligé d'ajuster en fonction des hommes, de ce qu'il a à disposition. Et voilà, il le fait. Je pense qu'il n'est pas bête non plus et il a envie de sortir de l'ornière. Il en discute avec tout le monde. Il a peut-être envie de garder sa place aussi. Aussi, accessoirement, c'est comme ça. Et puis, il y a peut-être quelque chose de positif pour le HC Bienne, c'est qu'il n'y a plus de Ligue des Champions quand même. Parce que la Champions Hockey League, c'était gourmand en énergie, c'était gourmand en voyage, en argent probablement aussi, mais ça, c'est pas le souci actuel des Biennois. Et je pense que pouvoir se focaliser pour maintenant championnat, on pense plus à la Ligue des Champions, on va pouvoir peut-être travailler un peu plus en profondeur pendant la semaine. Ça me paraît plutôt une bonne nouvelle du côté du HC Bienne, même si on ne devrait pas dire ça après une élimination.
Non mais on voit la différence avec Rapperswil, puisqu'on a parlé de Rapperswil juste avant. Les Saint-Gallois, ils jouent à fond la Champions League. Ils battent Mannheim, qui a été la meilleure équipe dans les phases de groupe, en 2 matchs. Et en championnat, c'est une équipe qui est méconnaissable. On va en parler d'ailleurs demain. Il y a vraiment 2 visages de Rapperswil. Et bien saute, comme tu le dis, cette problématique de devoir batailler sur tous les fronts et puis se focalise à essayer d'aller accrocher la 10e place en tout cas. Ouais, mais je crois que, vous savez, quand même, franchement, à part ça, il faut qu'il Bienne retrouve de la sérénité maintenant. Hein, maintenant, il faut que, à suivre Régis, l'entraîneur a peut-être mis un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit. Il faut que tout le monde mette un petit peu d'eau dans son vin, puis il retrouve justement un peu de sérénité. Il y a mi-championnat, il reste 26 matchs, quoi, à peu près, hein, plus ou moins, pour les équipes. À 2 vaches près, ouais. Ouais, mais tu vois, t'es pas à 5 journées de la fin en te disant, ok, maintenant on fait un commando survie en National League. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien c'est les vacances pour tout le monde. Voilà ce que je veux dire. C'est simplement que maintenant, t'as encore les moyens d'aller accrocher le play-in. Et puis finalement, qui sait? Tu sais pas. Voilà ce que je veux dire. Mais il faut mettre un petit peu, faut faire fi du passé. Ils sont en train de régler ces histoires de contrats au fur et à mesure, etc. Et puis remettre un côté positif un petit peu dans l'équipe. Et tout le monde doit faire ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde doit faire ça. Voilà. C'est quand quelqu'un fait un pas vers toi, toi aussi tu dois aller faire un pas vers l'autre pour trouver une solution et puis de se sortir de là. Et puis j'ai envie de dire, faire de la sérénité. Voilà. Être dans la sérénité. Et Régis, on va prendre une question sur Matikainen. Penses-tu qu'il restera en place après Noël? Puis on va terminer pour le chapitre Vienne là-dessus. Allez, vous avez 2 heures. C'est Tommy qui pose la question. Bon, alors je ne suis pas Martin Steinegger. J'entends son discours comme quoi il bosse énormément, qu'il cherche des solutions et tout. Alors, je veux bien croire que Martin Steinegger lui fait confiance, mais il y a un moment donné, c'est le Totomate qui va parler. Et puis, je me permets quand même d'avoir des doutes quant à ce que M. Matikainen soit encore là à la fin de la saison. Ou alors s'il le traîne jusqu'au bout, parce que pour moi, j'ai un peu l'impression de voir un Bienne qui se traîne un peu, là, qui fait ce qu'il peut pour arracher les points. Ben, c'est que finalement, chaque fois qu'on pourrait éventuellement le mettre sur la sellette, ben, il regagne le match qu'il faut. Et puis, au final, on va entretenir une équipe qui sera autour de la 10e place et puis qui va quand même atteindre les play-in et il va sauver sa peau comme ça. Mais je pense que ça sera poussif jusqu'au bout. Mais je ne réponds pas vraiment à la question parce que je ne suis pas Martin Steinegger. Et heureusement que tu ne vas pas prendre ce genre de décision parce que évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a le Totomate, mais il y a quand même la gestion d'ensemble. Et je ne serais pas étonné qu'à la pause de Noël, peut-être avant, enfin la pause de décembre, même déjà à ce moment-là, il y ait un meeting et puis de dire voilà, regarde, il reste tant de matchs, l'objectif c'est ça maintenant. Parce que tu dois redéfinir les objectifs. Est-ce que les objectifs ont été redéfinis ou pas? Aussi, il faut que ça soit très clair pour le coach. Tu vois ce que je veux dire? Clairement en disant, je sais pas, à telle date, si la place c'est ça, et autres, les critères, voilà. Mais franchement, je pense que même à la fin de la saison, s'ils arrivent en play-in puis ils se font sortir pendant les play-in, je pense qu'il faut quand même se mettre autour d'une table et puis bien regarder si que les absences et que les blessures sont finalement l'excuse de cette saison qui, à ce moment-là, serait quand même ratée. Peut-être. Voilà. Mais ça, de toute façon, il y aura des meetings à la fin de la saison puisque c'est habituel. On continue. Peut-être à Noël déjà, je sais pas, mais voilà. On passe au HC Ajoie parce qu'il faut quand même qu'on parle des Ajoulots. Bien sûr. Les Ajoulots. Alors la semaine passée, on avait été surpris par les décisions de Christian Volven sur son choix d'étranger pour le match contre Ambry. On va rester dans ce thème-là puisque là, on a vu un effectif qui est plutôt stable au niveau des étrangers. Asselin De Vos qui sont surnuméraires. Se dirige-t-on, Alex, vers cette solution pour les prochains matchs des Jurassiens? Je suis pas dans la peau de Christian Volven. Je suis encore moins dans sa tête. J'ai failli faire une blague, mais je la ferai pas. Et on va pas être d'accord avec Régis parce qu'évidemment, en préparant cette émission, on en a parlé. Et je vois Régis, il est déjà dans les starting blocks. Il est prêt pour là. dire, je vais le casser et je ne suis pas d'accord. Oui, je pense que oui, au vu des performances des matchs, et puis j'ai envie de dire sur les dernières rencontres. Alors pas les résultats d'équipe, je parle des performances individuelles puisque tu parles des étrangers. Oui, pour moi, tu dois continuer sur ce line-up
là. J'ai pas compris l'histoire du coup de poker offensif face à Ambry qui était un rouleau compresseur à ce moment-là, qui restait sur 6 victoires, voire plus consécutives, de dire je vais mettre tous mes œufs dans le même panier offensivement. Je pense que Ajoie doit jamais faire ça. C'est mon avis. Je pense qu'il faut au moins un des 2 défenseurs étrangers à chaque fois, s'ils ont la possibilité d'en aligner un, bien sûr, face aux adversaires qu'ils rencontrent. Ça, c'est le premier point. Puis ensuite, au niveau des performances, je suis désolé pour le capitaine, mais depuis ce qu'il monte depuis le début de la saison, tu peux essayer de le relancer. Il a essayé de remettre De Vos 1 ou 2 fois dans le line-up, mais voilà, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Et Asselin, c'est un buteur. Et si un buteur ne marque pas, c'est compliqué aussi de laisser, surtout que Timashov a rejoint le line-up, lui il marque ou il produit beaucoup d'offensives, etc., etc., etc. Je pense que non, moi je partirais sur le même line-up au niveau des étrangers, et puis à un moment il faut aussi pouvoir avoir de la continuité par rapport à ce line-up pour voir et analyser quand même les performances de l'équipe aussi. Et de pas parfois trouver que ah oui on était bien ce match-là puis pas bien ce match-là parce que regarde celui-là était en tribune ou pas. Enfin je veux dire, si tu règles déjà ce problème-là, enfin, si c'est un problème, mais si tu as déjà une constance par rapport à ça, tu peux aussi te concentrer sur d'autres problématiques. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Régis. Vas-y Régis. Non, mais sur l'histoire continuité, je peux tout à fait te rejoindre. Changer à tous les matchs son line-up pour changer avec les étrangers, tout ça. Je suis pas toujours trop fan non plus. Moi, je suis pas non plus toujours fan d'avoir 2 défenseurs étrangers. Je dis pas que c'est pas de temps en temps une option, mais moi je pense qu'un défenseur étranger pour avoir un peu plus d'attaques générées est pas forcément enfin, ça me paraît pas mal quand même. Donc je suis assez fan d'un 1+5 en quelque sorte. Maintenant, sur la suite pour Asselin et De Vos, moi j'entends quand même dire que ils sont plus tellement dans les bons papiers du coach, que s'ils n'étaient pas avec lui, ils seraient tout aussi heureux et ils le vivraient encore mieux. Donc je crains un petit peu pour ces 2 personnes et personnages même du club que ce soit compliqué pour la suite. Voilà ce que j'ai comme impression. Mais moi aussi, sur ce que j'ai vu ce week-end, j'ai aussi une impression et j'ai quand même un arrière-goût de bouchon au final parce que j'ai vu un super HC Ajoie pendant 45 minutes face à Zoug. Et puis ensuite, la machine se dérègle, des erreurs qui font que le match est retourné et que le leader l'emporte quand même 4-2. Il n'y a pas de honte à perdre 4-2 contre Zoug. Et puis, hier à Lausanne, il y a une équipe qui joue, allez, on va dire, correctement, voire pas mal pendant 15 minutes. Puis après, il n'y a plus rien, quoi. Franchement, hier, c'était une équipe qui était comme un navire qui allait à volo, quoi. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. Enfin, même en défense, c'était erreur sur erreur en plus, en tout cas jusqu'au 4-0. Donc moi, je pense que là, l'équipe, elle n'a pas donné des signes très, très rassurants d'une équipe qui a de la réaction, qui en veut et tout. Et puis je me demande s'il y a des joueurs encore qui s'interrogent pas. Je prends l'exemple. Angelina, il a été excellent jusqu'à ce qu'il se fasse mettre en tribune. Et puis, comme hier, il fait des erreurs incroyables qu'on ne voyait plus de sa part. Donc, je me dis, est-ce que l'entraîneur n'a pas tout cassé et n'a pas déstabilisé le groupe avec des choix que personne ne comprend, que ce soit à l'externe et je crois même à l'interne, d'après ce que j'ai cru comprendre. Non, mais attends, ouais, parce qu'il y a une question sur l'entraîneur, D'accord. justement. Donc, on va prendre la question de Pierre, qui dit depuis de nombreux mois le problème de l'entraîneur est récurrent à Ajoie. Donc, est-ce vraiment un problème de l'entraîneur? Mais tu peux pas tout réduire à l'entraîneur. C'est pas parce que tu mettrais un entraîneur qui a gagné 8 fois la Coupe Stanley avec l'équipe d'Ajoie qu'il serait premier du championnat. Je crois que c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est simplement que ça rajoute encore quelque chose. C'est simplement ça. T'as des 2 défenseurs étrangers, ils font 4 points, 3 points et puis l'autre 2 points. Enfin, et tu les sors du line-up. Et pourquoi tu les sors du line-up? Pourquoi? On a le droit de poser cette question. Tout le monde se pose cette question. Pourquoi tu les sors du line-up? Puis t'entends, ah ouais, mais non, mais c'est prévu pour ça. Alors voyez, on va essayer quelque chose, on va tenter, etc. Je veux dire, là, pour moi, c'est clairement, tu fais une erreur. Tu gardes tes joueurs en forme. Tu sors pas des joueurs en forme du line-up. Eux, ils le comprennent pas. Personne ne comprend, etc. Eh oui. C'est pas le moment. C'est pas le moment. T'es 3e du classement. Fais-le, c'est bon, t'as prouvé, c'est toi qui maîtrises l'équipe, tu fais ça, t'as plusieurs schémas, etc. Face à tel adversaire, tu fais comme ça, face à d'autres. Ok, très bien, mais là, t'es dernier, chaque point est
tellement important. Tu vois ce que je veux dire? La gestion du groupe est tellement importante. Tu dois être soudé. Qu'est-ce qui va se passer pour Ajoie? Vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Idéalement, dans le meilleur des cas, ils sont en vacances à la fin de la saison. Dans le meilleur des cas. Honnêtement, je veux dire, le gap est tellement grand au niveau des points. Il y a tellement d'adversaires au-dessus d'eux. Tu vois, ils ne sont pas à la lutte qu'avec un adversaire. Ils sont à la lutte avec 2 adversaires pour être en vacances. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir switcher. Switcher sur le mode survie. Ça veut dire switcher sur le mode on y va, on sauve notre peau en National League. Et à ce moment-là, si tu n'as pas tout le monde qui tire à la corde, si tu n'as pas tout le monde qui adhère à ta manière de coacher, mais c'est terminé. C'est fini. Donc te mettre à dos tes leaders pour X ou Y raison, à un moment là maintenant de la saison, on est déjà à mi-saison. Je pense que c'est du mauvais coaching. C'est mon avis de nouveau, mais je pense que c'est du mauvais coaching. Il faut croire qu'il a trouvé la solution puisqu'il a décidé que ceux qui n'étaient pas titulaires, ils s'entraînaient même plus avec le groupe. Oui, donc, on a entendu ça. On a entendu ça, puis c'est public. Non, mais c'est confirmé qu'ils n'ont pas eu le droit de s'entraîner ce week-end avec l'équipe qui a joué les 2 matchs. Donc, c'est quoi le signe? Ça veut dire on se prive de joueurs comme ça, vous n'existez plus, vous ne faites même plus partie du groupe? Non, mais on a même le capitaine là-dedans en plus. Moi, je ne comprends pas, j'ai l'impression que le coach, il est en train de perdre les pédales, là, tout simplement. Hein. Pourtant, j'étais le premier à reconnaître qu'en termes de jeu, jusqu'à la pause de novembre, il y avait vraiment quelque chose. C'était organisé défensif, il y avait enfin un début qui était inscrit. Puis tout d'un coup, il change tout. Grosso modo, il change tout. Il a fait ce match contre Ambry, on ne va pas y revenir éternellement, mais il s'est privé de 2 bons éléments qui étaient en forme. Et puis maintenant, la défense, ça ne va plus. Je veux dire, il faut pas avoir peur ils encaissent trop de buts désormais. Donc, ça veut dire que j'ai l'impression que là, on part dans tous les sens du côté d'Ajoie. Moi, je n'arrive plus à comprendre. Tu parlais du mode survie, mais j'ai plus l'impression qu'on est en mode panique du côté d'Ajoie. Mais ça, c'était déjà le cas des autres saisons. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais à quel moment tu switches? De nouveau, je suis désolé. Tu as des objectifs de début de saison. C'est normal que tu mettes des objectifs de début de saison. Et d'ailleurs, mais ces objectifs, ils doivent évoluer aussi à un moment par rapport à la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, tu dois voir la réalité en face et te fixer des objectifs du coup proportionnels par rapport à cette réalité. Hein? Tu te fixes des objectifs entre guillemets à court terme et puis mais tu donnes une vision. Et si la vision elle ne change pas par rapport à une réalité, si en plus finalement, tu as des gens qui comment je pourrais dire ça, si tu mets de côté certaines personnes qui vont être utiles pour finalement arriver à cette vision et atteindre des objectifs, moi je pense que tu te tires une balle dans le pied. Et si ça c'est la manière de faire de l'entraîneur, ça risque en effet, et ça l'est, d'être problématique. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cet overtime. Merci de nous avoir suivis, merci pour vos nombreux commentaires. Hein. Il y a eu pas mal de débats durant l'intégralité de l'émission. Le prochain rendez-vous overtime, c'est lundi 4 décembre à midi sur Facebook et les autres diffusions. Même chose pour ce soir, pour l'émission d'aujourd'hui. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes également, téléchargez notre app, il y a Overtime dessus. Et puis je voulais terminer avant de dire au revoir, simplement te remercier Alex parce que c'était ton dernier Overtime. Ben oui, voilà. Mais ça m'a fait plaisir. Je voulais le souligner. Ça m'a fait plaisir. En plus j'avais complètement oublié que c'était moi aujourd'hui, donc ça me fait doublement plaisir. Voilà, on vous souhaite bien évidemment une excellente semaine. Il y a du hockey sur glace quasiment tous les jours, donc soyez à l'écoute pour savoir où nous retrouver. Bye bye. Ciao ciao. Bye bye. Ciao. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.